Les ombres de la malédiction. Si Ma sorcière bien-aimée était une célébration de la magie et de l'humour, elle était aussi marquée par une série de tragédies qui ont alimenté les rumeurs d'une malédiction. Tout a commencé le 22 novembre 1963, jour de la première lecture du script. Alors que l'équipe découvrait les aventures de Samantha et Darin, la nouvelle de l'assassinat de John F. Kennedy a plongé le studio dans un silence glacial. Ce moment tragique semblait annoncer une série d'épreuves pour la production. Au fil des années, les drames se sont accumulés, donnant à la série une aura inquiétante qui contrastait avec son ton léger. En 1968, alors que la 4e saison était en tournage, l'assassinat de Martin Luther King Jr. a secoué le pays. Quelques mois plus tard, Robert F. Kennedy était tué à Los Angeles, à seulement 30 km des studios où la série était tournée. À chaque fois, l'équipe interrompait le travail pour observer un moment de silence, mais ces événements laissaient une marque indélébile. Pour certains membres de l'équipe, il semblait que la série était étrangement liée aux heures sombres de l'histoire américaine. Mais les tragédies ne se limitaient pas au contexte historique. Les acteurs eux-mêmes ont été touchés par des drames personnels dévastateurs. Alice Pierce, qui incarnait la voisine curieuse Gladys Kravitz, était une comédienne adorée pour son humour excentrique. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'elle luttait contre un cancer des ovaires en phase terminale dès le début de la série. Diagnostiquée avant le tournage, elle avait subi une opération qui prolongeait sa vie, mais les médecins étaient formels. Elle ne guérirait pas. Malgré la douleur, Alice cachait son état à l'équipe, craignant d'être remplacée. Elle continuait à jouer avec une énergie contagieuse, transformant Gladys en un personnage culte. Pendant la 2e saison, son état s'est aggravé et elle pouvait à peine tenir debout. Sa dernière apparition a été diffusée quelques mois avant sa mort, en mars 1966, à seulement 48 ans. Son courage et son talent lui ont valu un Emmy posthume pour la meilleure actrice dans un second rôle comique, un moment émouvant où Elizabeth Montgomery a accepté le prix en son nom. Marion Lorne, qui jouait Tante Clara, la sorcière maladroite et attachante, a également marqué les esprits. Son personnage, avec sa collection de poignées de porte et ses sorts ratés, apportait une touche de tendresse à la série. Mais en 1968, avant la 5e saison, Marion s'est éteinte subitement d'une crise cardiaque à 84 ans. Par respect pour son héritage, la production a choisi de ne pas remplacer Tante Clara, une décision rare à l'époque. Marion a également reçu un Emmy posthume, consolidant son statut de légende. Dick York, le premier Darin Stephens, a lui aussi connu un destin tragique. En 1959, sur le tournage d'un western, il s'était gravement blessé au dos en soulevant une draisine. Cette blessure chronique l'a suivi sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée, où il dépendait d'antalgiques puissants pour supporter les longues journées de tournage. En 1969, lors de l'épisode Daddy 2 à Hastings, il s'est effondré sur le plateau et a été hospitalisé. Il ne reviendra jamais. Remplacé par Dick Sargent, son départ a laissé les fans perplexes, surtout que la série n'a jamais expliqué ce changement. Dick York a sombré dans la pauvreté et l'addiction, avant de se consacrer à l'aide aux sans-abri. Il est mort en 1992, à 63 ans. Même Elizabeth Montgomery, l'étoile de la série, n'a pas échappé à un sort tragique. En 1995, elle succombait à un cancer à seulement 62 ans. Ces décès prématurés, combinés aux coïncidences historiques, ont alimenté les spéculations sur une malédiction. Était-ce le hasard, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière la magie de Ma sorcière bien-aimée? Dans la prochaine partie, nous explorerons les controverses qui ont terni l'héritage de la série. Controverses et maladresse. Ma sorcière bien-aimée n'était pas seulement une série marquée par des tragédies, elle a aussi suscité des controverses qui, avec le recul, révèlent les limites culturelles de son époque. L'un des épisodes les plus discutés, Sister Satat, diffusé le 24 décembre 1970, illustre parfaitement cette tension. Cet épisode se voulait audacieux, abordant le racisme à une heure de grande écoute, un sujet rare pour une sitcom des années 60. Écrit en collaboration avec une classe de 26 élèves afro-américains de Jefferson High School à Los Angeles, dans le cadre d'un programme éducatif d'ABC, l'épisode racontait l'histoire de Tabitha, la fille de Samantha et Darin, qui se lie d'amitié avec une fillette noire, Lisa. Lorsqu'un client raciste s'oppose à leur amitié, Tabitha lance un sort qui fait apparaître des points noirs et blancs sur le visage, une métaphore pour illustrer leur unité. L'intention était louable, dénoncer les préjugés et promouvoir l'égalité. Elizabeth Montgomery, fervente défenseur des droits civiques, a soutenu le projet avec enthousiasme. L'épisode a même remporté un Governor's Award pour son message progressiste. Mais la mise en scène a mal vieilli. La scène des poids, bien que symbolique, évoque aujourd'hui le blackface, une pratique raciale offensante. Avec le recul, les critiques soulignent que l'épisode,
malgré ses bonnes intentions, reflète une approche maladroite typique d'une télévision majoritairement blanche qui peinait à représenter les enjeux raciaux avec nuance. L'absence totale de personnages noirs ou latinos dans le reste de la série renforce ces critiques, révélant un monde fictif limité par les normes bourgeoises de l'époque. Une autre controverse entoure la statue de Samantha Stephens érigée en 2005 à Salem, Massachusetts, par la chaîne TV Land. Représentant Samantha assise sur un croissant de lune, ces statues en bronze étaient un hommage à l'un des personnages les plus emblématiques de la télévision. Mais elle a divisé les habitants de Salem. Pour certains, elle banalisait la tragédie des procès de sorcellerie de 1692 où 20 personnes furent exécutées. Associer une sorcière fictive et joyeuse à un passé aussi sombre semblait irrespectueux. Malgré les protestations, la statue trône toujours à Lapin Park, attirant touristes et fans, mais restant un symbole controversé. La série a également été critiquée pour son féminisme ambigu. Samantha, une femme puissante, choisissait de cacher ses pouvoirs pour se conformer aux attentes de son mari et de la société. Si cette dynamique était jouée pour rire, elle reflétait aussi les tensions de l'époque. Comme l'a noté la chercheuse Phoebe Bronstein, la métaphore d'une femme surnaturelle forcée de passer pour normale contrastait avec la réalité des personnes racisées, qui n'avaient pas le choix de cacher leur identité. Ainsi, bien que la série ait défié les normes de genre, elle restait ancrée dans une vision blanche et bourgeoise, limitant son inclusivité. Ces controverses, bien que secondaires à l'époque, montrent à quel point Ma sorcière bien-aimée était un produit de son temps, à la fois progressiste et imparfait. Dans la prochaine partie, nous explorons les secrets de production qui ont ajouté une touche de mystère à la série. Les secrets de la production. Derrière la magie de Ma sorcière bien-aimée, la production regorgeait de secrets fascinants qui ont contribué à son charme unique. L'un des plus emblématiques concerne le célèbre Twitch de nez de Samantha. Les fans pensaient qu'Elizabeth Montgomery remuait réellement son nez pour lancer ses sorts, mais la réalité était plus subtile. En fait, il s'agissait d'un léger mouvement de sa lèvre supérieure, une habitude nerveuse qu'elle avait dans la vie quotidienne. William Asher, son mari et réalisateur, a repéré ce tic dès les premières répétitions et a décidé d'en faire la signature magique de Samantha. Avec un zoom rapide et un effet sonore ajouté en post-production, ce geste est devenu l'un des plus reconnaissables de la télévision. Les fans étaient si fascinés qu'ils demandaient souvent à Montgomery de le reproduire en public, ce qu'elle ne pouvait pas faire sans l'aide du montage. Ce petit détail illustre l'ingéniosité de la production, capable de transformer un tic anodin en un symbole culte. Un autre secret concerne le générique de la série. Tout le monde connaît sa mélodie jazzy et entraînante, mais peu savent qu'elle existait avec des paroles. Écrites par Howard Greenfield et Jack Keller, les paroles ont été enregistrées en 1965 par Steve Lawrence dans un style lounge élégant. Bewitched, bewitched, you've got me in your spell. Les producteurs, craignant que les paroles ne distraient le public, ont opté pour une version instrumentale, préservant ainsi le mystère du générique. Cette décision a renforcé l'aura intemporelle de la série, mais les paroles oubliées restent un trésor caché pour les fans curieux. La production a également joué avec l'identité des acteurs. Prenez Serena, la cousine espiègle de Samantha, qui apportait une touche de rébellion à la série. Ce que peu de spectateurs savaient, c'est que Serena était jouée par Elizabeth Montgomery elle-même, portant une perruque brune et adoptant une attitude plus audacieuse. Pour entretenir le mystère, les crédits attribuaient le rôle à une certaine Pandora Spock, un jeu de mots sur Pandora's Box. Ce stratagème a fonctionné à merveille. Certains fans envoyaient même du courrier à Mademoiselle Spock, persuadés qu'il s'agissait d'une actrice différente. Ce double jeu ajoutait une couche de malice à la série, renforçant son charme ludique. Un autre détail fascinant concerne Tante Clara, jouée par Marion Lorne. Son personnage collectionnait les poignées de porte, un trait qui semblait excentrique mais qui était inspiré de la vie réelle. Marion Lorne possédait une impressionnante collection de poignées anciennes qu'elle prêtait souvent pour les décors de la série. Cette authenticité donnait une profondeur unique à Tante Clara, rendant le personnage encore plus attachant. Après la mort de Marion en 1968, la production a choisi de ne pas remplacer son personnage, un geste rare qui témoignait du respect pour son héritage. Enfin, la production a dû jongler avec des contraintes techniques et humaines. Par exemple, le rôle de Tabitha, la fille de Samantha et Darin, était joué par des jumelles, Erin et Diane Murphy, pour contourner les restrictions sur le temps de travail des enfants. Au fil des saisons, Erin a pris le devant, tandis que Diane était progressivement écartée, créant une tension familiale qui ajoutait une nuance étrange à l'histoire de la série. Ces secrets, qu'ils soient ludiques ou émouvants, montrent à quel point Ma sorcière bien-aimée était une œuvre d'alchimie, mêlant créativité, talent et un soupçon de mystère. Dans la prochaine partie, nous examinerons les drames personnels qui ont marqué les acteurs principaux. Les drames personnels des acteurs.
Si ma sorcière bien-aimée brillait à l'écran, les coulisses étaient marquées par des drames humains qui ont laissé une empreinte durable. L'un des cas les plus poignants est celui d'Alice Pierce, qui jouait Gladys Kravitz, la voisine curieuse et hystérique. Derrière ses mimiques comiques et son énergie débordante, Alice cachait un secret déchirant. Diagnostiquée avec un cancer des ovaires incurable au début des années 60, elle savait que ses jours étaient comptés lorsqu'elle a rejoint la série en 1964. Malgré la douleur et l'épuisement, elle n'a jamais révélé son état à l'équipe, de peur d'être remplacée. Elizabeth Montgomery a raconté plus tard que personne ne soupçonnait la gravité de sa condition, tant Alice restait professionnelle et souriante. Pendant la deuxième saison, son état s'est aggravé et elle pouvait à peine tenir debout. Sa dernière apparition a été diffusée quelques mois avant sa mort, en mars 1966, à seulement 48 ans. Son courage lui a valu un Emmy posthume, un hommage émouvant à une actrice dont l'humour a marqué des générations. Dick York, le premier Darren Stephens, a lui aussi vécu un drame personnel qui a bouleversé sa carrière. En 1959, sur le tournage du western Daycam, tout corps dura. Il s'est gravement blessé au dos en soulevant une drésine. Cette blessure chronique l'a suivi sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée, où il dépendait d'antalgiques pour supporter les longues journées de tournage. En 1969, lors de l'épisode d'Adi 2 chez Sting, il s'est effondré et a été hospitalisé. Incapable de continuer, il a été remplacé par Dick Sargent, un changement brutal qui n'a jamais été expliqué à l'écran. Ce départ a marqué le début d'une période difficile pour York, qui a lutté contre la pauvreté et l'addiction avant de se consacrer à l'aide aux sans-abri. Il est mort en 1992, à 63 ans, laissant derrière lui un héritage complexe. Elizabeth Montgomery elle-même n'a pas été épargnée par le destin. En 1995, à seulement 62 ans, elle succombait à un cancer, une perte qui a choqué les fans. Son départ a renforcé les rumeurs de malédiction, car elle semblait être l'âme même de la série. Mais au-delà des tragédies, Montgomery a également vécu des tensions personnelles. Son mariage avec William Asher, le producteur et réalisateur de la série, s'est détérioré au fil des saisons. Ce qui avait commencé comme un partenariat créatif passionné s'est transformé en une source de stress. En 1971, lors de la 8e saison, Montgomery a posé un ultimatum. Elle ne continuerait que si Asher quittait la production. Lorsque les producteurs ont refusé, elle a choisi de partir, mettant fin à la série. Son départ, discret mais définitif, a marqué la fin d'une époque. Marion Lorne, l'interprète de Tante Clara, a également laissé une marque indélébile. Sa mort soudaine en 1968, à 84 ans, a été un choc pour l'équipe. Par respect, la production a décidé de ne pas remplacer son personnage, une décision qui reflétait l'amour du public pour Tante Clara. Ces drames personnels, qu'il s'agisse de maladies, de blessures ou de tensions conjugales, montrent que la magie de Ma sorcière bien-aimée avait un coût humain. Dans la prochaine partie, nous explorons l'héritage de la série et son impact durable. Les coulisses de la magie télévisuelle. La magie de Ma sorcière bien-aimée ne se limitait pas au sort de Samantha Stephens. Elle reposait aussi sur une prouesse technique et créative qui a révolutionné la production télévisuelle. À une époque où les effets spéciaux étaient rudimentaires, la série a su créer un univers enchanté avec des moyens simples mais ingénieux. Les objets qui volaient, les personnages qui apparaissaient ou disparaissaient, et les transformations magiques étaient réalisées grâce à des trucages mécaniques, des fils invisibles et un montage astucieux. Par exemple, pour les scènes où Samantha faisait apparaître un objet, les techniciens utilisaient des trappes ou des systèmes de poulies dissimulés hors champ. Ces techniques, bien que basiques par rapport aux standards modernes, demandaient une coordination parfaite entre les acteurs, les réalisateurs et l'équipe technique. William Asher, le producteur et mari d'Elizabeth Montgomery, était un maître dans l'art de transformer les contraintes budgétaires en moments de pur enchantement. Un autre aspect fascinant de la production était la manière dont la série jouait avec les perceptions du public. Prenons le cas de Serena, la cousine espiègle de Samantha. Comme mentionné précédemment, ce personnage était interprété par Elizabeth Montgomery elle-même, sous le pseudonyme de Pandora Spock. Ce choix n'était pas seulement un clin d'œil amusant, il reflétait l'esprit ludique de la série, qui aimait brouiller les frontières entre réalité et fiction. Les spectateurs qui écrivaient à Mademoiselle Spock ignoraient qu'il s'adressait à Montgomery, et cette illusion renforçait l'aura magique de la série. Ce genre de détails montre à quel point l'équipe était investie dans la création d'un univers cohérent et immersif. La musique jouait également un rôle clé dans l'ambiance de la série. Le générique, avec sa mélodie jazzy composée par Howard Greenfield et Jacques Keller, est instantanément reconnaissable. Mais saviez-vous que cette mélodie avait des paroles enregistrées par Steve Lawrence en 1965 ? Les mots « Bewitched, bewitched »
You Will Got Me in Your Spell capture parfaitement l'essence romantique et magique de la série. Pourtant, les producteurs ont choisi de ne garder que la version instrumentale, estimant qu'elle laissait plus de place à l'imagination des spectateurs. Ce choix a contribué à faire du générique un classique intemporel, capable d'évoquer instantanément l'univers de Samantha et Darin. La production devait aussi gérer des défis logistiques, notamment avec les jeunes acteurs. Le rôle de Tabitha, la fille de Samantha et Darin, était partagé par les jumelles Erin et Diane Murphy. Cette pratique, courante à l'époque pour respecter les lois sur le travail des enfants, a créé une dynamique complexe. Erin est devenue le visage principal de Tabitha, tandis que Diane était progressivement écartée, ce qui a engendré des tensions familiales. Ces coulisses humaines rappellent que la magie télévisuelle était le fruit d'un travail intense, souvent marqué par des compromis et des défis personnels. Enfin, la transition du noir et blanc à la couleur en 1966 a été un tournant majeur. À l'époque, peu de séries pouvaient se permettre ce changement coûteux, mais le succès fulgurant de Ma sorcière bien-aimée a permis d'investir dans cette innovation. Les couleurs vives des costumes d'Andorra, joués par Agnès Morhed, et les décors soignés de la maison des Stephens ont renforcé l'aspect féerique de la série. Ce passage à la couleur n'était pas seulement esthétique, il symbolisait l'ambition croissante de la production et son statut de phénomène culturel. Ces efforts techniques et créatifs ont fait de Ma sorcière bien-aimée une série pionnière, mais ils n'ont pas pu effacer les ombres qui planaient sur l'équipe. Dans la prochaine partie, nous explorerons les rivalités supposées et les liens inattendus avec d'autres séries cultes. Tension et fin de la série. Derrière le succès de Ma sorcière bien-aimée, les tensions en coulisses ont joué un rôle déterminant dans sa fin prématurée. Au cœur de ces tensions se trouvait la relation entre Elizabeth Montgomery et William Asher, son mari et producteur. Ce qui avait commencé comme une collaboration passionnée s'est transformé en une source de conflits au fil des saisons. Leur mariage, qui semblait solide au début de la série, s'est détérioré sous la pression des longues heures de tournage et des responsabilités créatives. En 1971, lors de la 8e saison, Montgomery en avait assez. Elle passait ses journées à travailler aux côtés de son ex-mari, une situation devenue insoutenable. Selon des témoignages, elle arrivait souvent juste avant le début des prises et quittait le plateau dès qu'elles étaient terminées, évitant toute interaction inutile. Montgomery a fini par poser un ultimatum au producteur exécutif Ari Ackerman. Elle ne continuerait la série que si Asher était écarté de la production. Ackerman, fidèle à Asher et conscient de son rôle clé dans le succès de la série, a refusé. Bien que Montgomery soit encore sous contrat pour 2 saisons supplémentaires, elle a choisi de partir, mettant fin à Ma sorcière bien-aimée en 1972. Cette décision, bien que compréhensible sur le plan personnel, a marqué la fin d'une ère. La série s'est arrêtée sans épisode d'adieu ni grand final, laissant les fans avec un sentiment d'inachevé. Cette fin abrupte contraste avec la magie joyeuse de la série, renforçant l'idée qu'elle était aussi complexe en coulisses qu'à l'écran. Un autre facteur de tension était le remplacement de Dick York par Dick Sargent dans le rôle de Darin. York, qui souffrait de douleurs chroniques dues à une blessure au dos, s'est effondré sur le plateau en 1969. Son départ soudain a forcé la production à engager Sargent, mais la série n'a jamais expliqué ce changement, laissant les spectateurs perplexes. Certains fans préféraient l'intensité nerveuse de York, tandis que d'autres appréciaient la douceur de Sargent. Ce débat, encore vif aujourd'hui, montre à quel point les acteurs étaient au cœur de l'identité de la série. Les tensions n'étaient pas seulement personnelles. La série reflétait aussi les pressions culturelles de l'époque. En pleine guerre du Vietnam et au cœur des mouvements sociaux, l'équipe devait naviguer dans un climat de division nationale. Les assassinats de Martin Luther King Jr. et de Robert F. Kennedy, survenus pendant la production, ont ajouté une couche de gravité à l'atmosphère du plateau. Ces événements, combinés au drame personnel, donnaient l'impression que la série était poursuivie par une malédiction. Dans la prochaine partie, nous examinerons comment Ma sorcière bien-aimée continue d'influencer la culture populaire aujourd'hui. Rivalité et influence. Ma sorcière bien-aimée est souvent comparée à une autre sitcom culte des années 60, Ginny de mes rêves. Les deux séries, avec leurs héroïnes magiques et leurs intrigues centrées sur des amours impossibles, semblaient faites pour rivaliser. Les médias et les fans ont alimenté l'idée d'une compétition entre Elizabeth Montgomery, Samantha et Barbara Eden, Ginny, imaginant un duel entre 2 blondes ensorcelantes. Mais selon Barbara Eden, cette rivalité était purement fabriquée. Dans une interview pour The Archive of American Television, elle a raconté que les 2 actrices s'entendaient bien, partageant même des moments complices pendant le tournage, notamment lorsqu'elles étaient enceintes en même temps. Eden trouvait les comparaisons amusantes, soulignant que Ginny de mes rêves était plus burlesque, tandis que Ma sorcière bien-aimée jouait sur la satire sociale et les mœurs de la banlieue.
Cette pseudo-rivalité illustre comment les réseaux, ABC pour Ma sorcière bien-aimée et NBC pour Ginny de mes rêves, utilisaient les médias pour booster leurs audiences. Les deux séries, bien que différentes dans leur ton, partageaient une ambition commune, repousser les limites de la sitcom traditionnelle en y injectant du fantastique. Ma sorcière bien-aimée se distinguait par son commentaire subtil sur les rôles de genre, tandis que Ginny misait sur l'humour absurde et l'exotisme. Ensemble, elles ont ouvert la voie à un nouveau genre télévisuel, influençant des séries comme La Famille Addams ou Sabrina, l'apprentie sorcière. L'influence de Ma sorcière bien-aimée s'est également étendue à l'international. En Argentine, une adaptation locale a vu le jour, tandis qu'au Japon, la série a inspiré des remakes avec une touche culturelle unique. Le film de 2005 avec Nicole Kidman, bien que critiqué pour son manque de fidélité à l'original, témoigne de l'attrait durable de l'univers de Samantha. Ces adaptations montrent que la série a transcendé les frontières, capturant l'imagination de publics variés grâce à son mélange d'humour, de magie et de commentaires sociaux. Mais l'influence de la série ne se limite pas à ses successeurs directs. Elle a aussi marqué la mode et la culture visuelle. Les costumes d'Andorra, choisis par Agnès Morhed elle-même, étaient un festival de couleurs et de motifs audacieux, défiant les conventions vestimentaires des années 60. Morhed, avec son passé de comédienne shakespearienne, apportait une théâtralité qui faisait d'Andorra une figure presque mythologique. Son refus de porter des vêtements mortels renforçait le contraste entre le monde magique et la banlieue conformiste, un thème central de la série. Un autre aspect fascinant est la manière dont la série a influencé les attentes des spectateurs. Avant Ma sorcière bien-aimée, les sitcoms se concentraient sur des familles idéalisées. En introduisant une héroïne surnaturelle qui jonglait entre ses pouvoirs et ses devoirs domestiques, la série a redéfini ce qu'une sitcom pouvait être. Elle a montré que l'humour pouvait coexister avec des thèmes plus profonds, comme l'identité, le pouvoir et la conformité. Cette influence se retrouve dans des séries modernes qui mêlent comédie et éléments fantastiques, prouvant que l'héritage de Ma sorcière bien-aimée est toujours vivant. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les tensions personnelles qui ont marqué la fin de la série. L'héritage et les leçons. Ma sorcière bien-aimée n'a pas seulement diverti des millions de téléspectateurs, elle a redéfini la sitcom et laissé un héritage durable dans la culture populaire. En introduisant une touche de fantastique dans un genre dominé par le réalisme domestique, la série a ouvert la voie à des comédies surnaturelles comme Ginny de mes rêves, La Famille Addams ou Sabrina, l'apprentie sorcière. Son influence est étendue au-delà des frontières, avec des adaptations en Argentine, au Japon et un film en 2005 avec Nicole Kidman. Mais cet héritage n'est pas sans ombre et les leçons tirées de la série sont aussi complexes que son histoire. L'un des aspects les plus marquants de la série est sa représentation des rôles de genre. Samantha, une sorcière puissante, choisissait de limiter ses pouvoirs pour s'adapter à la vie de banlieue, une décision qui reflétait les tensions des années 60. Pour certains, cette dynamique était une satire intelligente des attentes patriarcales. Pour d'autres, elle renforçait l'idée qu'une femme devait se conformer pour être acceptée. Cette ambiguïté a fait de la série un sujet d'étude pour les universitaires qui y voient un reflet des contradictions de l'époque. La chercheuse Phoebe Bronstein note que la série, bien que progressiste à certains égards, restait ancrée dans une vision blanche et bourgeoise, limitant son inclusivité. La tentative de spin-off Tabitha illustre les défis de prolonger la magie. Lancée en 1977, la série suivait Tabitha, désormais adulte, mais elle n'a pas capturé l'esprit de l'original. Sans Elizabeth Montgomery et avec une direction confuse, elle a été annulée après seulement 11 épisodes. Cette expérience montre que la magie de Ma sorcière bien-aimée reposait sur une alchimie unique, difficile à reproduire. L'héritage de la série est également marqué par ce personnage secondaire. Andorra, joué par Agnès Morhed, est devenue une icône grâce à son charisme théâtral et ses costumes flamboyants. Fait peu connu, Morhed n'était pas le premier choix pour le rôle. Il avait été proposé à Béa Benadret, qui a décliné pour des raisons d'emploi du temps. Morhed a transformé Andorra en une figure presque divine, ajoutant une touche mystique à la série. De même, Tante Clara, avec sa collection de poignées de porte, et Gladys Kravitz, avec son humour excentrique, ont laissé une empreinte durable. Mais l'héritage de Ma sorcière bien-aimée est aussi une leçon sur le coût de la célébrité. Les tragédies des acteurs, les controverses comme l'épisode Sisters Atat et les tensions en coulisses rappellent que même les séries les plus aimées ont leur zone d'ombre. La série a montré que la magie télévisuelle, bien que puissante, ne peut effacer les réalités humaines. Dans la conclusion, nous rassemblerons ces fils pour réfléchir à ce qui rend Ma sorcière bien-aimée si inoubliable. Ma sorcière bien-aimée reste une série légendaire, un mélange unique de magie, d'humour et de satire sociale. Mais comme nous l'avons vu, son histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît.
Des tragédies qui ont frappé les acteurs aux controverses qui ont marqué certains épisodes, en passant par les secrets de production comme le faux Twitch de Ney ou le rôle caché d'Elisabeth Montgomery en Serena, la série est un puzzle fascinant. Les rumeurs de malédiction, alimentées par des coïncidences troublantes et des drames personnels, ajoutent une couche de mystère à son héritage. Pourtant, malgré ces ombres, la série continue d'ensorceler les nouvelles générations, prouvant que sa magie est intemporelle. Alors, quel secret au moment de Ma sorcière bien-aimée vous a le plus marqué? Partagez vos pensées en commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous et restez à l'écoute pour d'autres plongées dans les coulisses des séries cultes.